pourquoi c'est important. La deuxième chose qu'il est important de savoir au niveau du risque, le deuxième point important, ça va être le cambrioleur, en tout cas dans notre exemple, ça va être la menace. Donc, la menace, c'est quelque chose qui est tapis dans l'ombre et qui va vous guetter, qui va attendre la moindre de vos erreurs et qui va agir. Ça peut être une personne, ça peut être un phénomène ou un événement, ça peut être, je ne sais pas, un intempérie, ça peut être plein de choses. Mais globalement, c'est ce qui va vous vouloir du mal. Et mettez des guillemets sur vouloir. L'idée, c'est que c'est ce qui va vous porter préjudice. Enfin, la dernière composante du risque, ça va être l'impact, tout simplement ce que vous allez perdre. Donc ici, dans mon exemple, c'est le vol d'objets précieux. Et donc, concernant le risque, ce qu'il va falloir comprendre, parce que le risque est donc, comme je l'ai dit, un facteur de tout ça, mais ce qu'il va falloir comprendre au niveau du risque, c'est qu'il va falloir agir sur l'une de ces trois composantes. Vous ne pourrez jamais, et je dis bien jamais, agir sur la menace. La menace est complètement indépendante de vous. Vous ne pouvez pas arrêter les cataclysmes. Vous ne pouvez pas, dans l'idée, faire en sorte qu'il n'y ait plus de voleurs dans votre rue. Quoi qu'il arrive, la menace sera là. Et ce qu'il va falloir agir, c'est sur les deux autres. Alors, je dis les deux autres, mais dans la réalité, l'impact, vous ne pourrez que rarement agir dessus. C'est faisable, mais c'est quelque chose de difficile. Dans notre cas, par exemple, donc on parle du cambrioleur, impossible de ne plus avoir de cambrioleur dans les rues. Si on parle d'impact, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir d'objets précieux chez vous. Donc c'est-à-dire, voilà, vous avez un lit, un canapé, c'est tout, et encore le canapé, vous pourrez vous le faire voler. Donc en gros, c'est l'idée un peu de refuser le risque. C'est-à-dire, voilà, je considère que je n'ai pas ça, et donc peu importe qu'un voleur rentre chez moi, ça arrivera, mais au moins il n'aura rien à voler. Donc voilà, on voit bien que l'impact, c'est compliqué de le réduire, ou en tout cas de dire, OK, je vais faire en sorte qu'il y ait plus d'impact. Par contre, celui sur lequel on peut agir et celui sur lequel on a un grand pouvoir, c'est la vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose de très simple à comprendre. Pourquoi? Parce que dans mon exemple, la clé sous le tapis, ne mettez pas une clé de secours sous le tapis, et là, d'un coup, votre cambrioleur aura plus de mal à rentrer. C'est quelque chose de très simple. Et on peut prendre un autre exemple pour ça. On peut prendre par exemple l'exemple de la voiture. Quand vous allez traverser la route, vous prenez un risque. En l'occurrence, la vulnérabilité, ce serait de ne pas regarder à droite, à gauche, ce serait de ne pas faire attention. La menace, c'est la voiture. Et enfin, l'impact, c'est votre santé. Ce qu'il va falloir comprendre ici, c'est que vous ne pourrez pas agir, vous ne pouvez pas vous dire, l'impact ici, c'est impossible d'agir dessus. La menace, vous ne pourrez pas agir sur le conducteur qui arrive et qui n'a pas fait attention, par exemple. En revanche, vous pouvez faire attention et vous pouvez regarder à droite, à gauche pour vous assurer que tout va bien. Par contre, il ne faut pas tomber non plus, et c'est ça qui est aussi important à comprendre dans la sécurité de l'information, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Et l'extrême inverse, c'est typiquement exagérer tous les risques qui arrivent. Pourquoi, quand on traverse la rue, on ne regarde pas en l'air? C'est quelque chose de bête. On dit toujours on regarde à gauche, à droite, mais jamais on dit on regarde en l'air. Pourquoi? Parce que même s'il y a un risque, il y a un risque de météorite qui vous tombe dessus, il y a un risque d'avion qui se crache, mais concrètement, ce risque est tellement faible qu'on ne le prend pas en compte. Et bien ça, c'est quelque chose que, voilà, il faut comprendre. Il ne faut pas tomber non plus dans l'exagération et se dire, OK, ça, c'est un risque, il y a très peu de chances qu'il arrive, et donc je vais le prendre en compte. Donc, c'est des choses qu'il va falloir mesurer avec attention. Donc voilà, maintenant que je vous ai un peu parlé du risque en lui-même, maintenant qu'on est plus ou moins d'accord sur cette notion, j'espère en tout cas qu'on est d'accord, hein. Si jamais vous avez un désaccord, mettez-le dans le chat, hein, moi il n'y a pas de souci. Mais concrètement, maintenant qu'on est plus ou moins, qu'on a tous cette définition, je vais vous parler de risques courants, de risques qu'on voit très souvent, que ce soit au Luxembourg, ou que ce soit dans le monde, hein, même globalement. Ce sont des risques auxquels il faut faire attention et que je vous invite à faire attention. Alors, ces risques, quels sont-ils? Premier risque que je pense tout le monde a été confronté, ou en tout cas je serais surpris si quelqu'un me disait non, moi j'en ai jamais vu, c'est le phishing. C'est recevoir un mail suspicieux
d'une personne qu'on ne connaît pas et qui va vous demander de réaliser des actions pour le moins suspectes. Dans l'idée, tout le monde peut se faire piéger et ça, c'est quelque chose qu'il est important à comprendre. On peut avoir, entre guillemets, «la vanité» pour se dire: «Moi, je me ferai pas avoir». Malheureusement, dans l'idée et même moi en tant qu'expert de la cybersécurité, il peut arriver à certains moments de me dire: «Ah, est-ce que ça, ce serait juste ou pas?» d'avoir une hésitation et bien entendu, cette hésitation pourrait me faire cliquer dessus. En l'occurrence, ça ne veut pas dire je fais toujours très attention et c'est ça l'idée qu'il va falloir faire, c'est comme la communication, comme je l'ai écrit un peu plus bas et aussi l'attention. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Imaginons un phishing sur, je ne sais pas, la douane que vous avez à payer pour un article que vous avez commandé. Il suffit que vous ayez commandé un article à l'étranger quelques jours auparavant, et là, tout d'un coup, le phishing va devenir un peu plus crédible. Et concrètement, il y a des personnes qui peuvent peut-être se dire: «Ah tiens, ça peut, si ça se trouve, c'est vrai ça. Il va falloir que je clique dessus». Si vous cliquez dessus, bah, c'était un phishing et vous allez vous faire avoir. Donc n'importe qui peut se faire piéger si on trouve le bon moment, le bon endroit et les bonnes paroles pour se faire piéger. Ça ne veut pas dire que vous, demain, vous serez piégé, forcément. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. L'idée, c'est qu'ils vont utiliser des tas de biais cognitifs pour essayer un peu, de manipuler l'information, de faire en sorte que vous y croyez. Donc à l'aide, par exemple, de choses en vous mettant, par exemple, un temps limité pour les choses. Heu, c'est utiliser cette idée que vous allez devoir aller vite. Je ne vais pas faire un grand speech sur le hacking social. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, ce genre de choses. Mais c'est toute l'utilisation des biais cognitifs pour essayer d'attirer votre attention ou de vous faire croire quelque chose qui est faux. Donc, typiquement, voilà, on peut parler de la réactance ou autre. Encore une fois, je vais rester vraiment très simple là-dessus. Mais dans cette idée, si jamais ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous intéresser. Typiquement, si par exemple, je vous mets une promotion sur un produit, dans l'idée, vous allez peut-être être plus tenté de l'acheter puisque je vais avoir baissé son prix. Vous allez croire que vous allez faire une affaire alors qu'en fait, avant, j'avais gonflé le prix. Et là était l'astuce. C'est un exemple, bien entendu, mais c'est l'utilisation de ce genre de biais cognitifs qui peuvent être utilisés dans les phishing. Bien sûr, c'est un exemple et je vais vous en montrer d'autres après, mais dans l'idée, en ce qui concerne le phishing, tout le monde peut se faire piéger. Le meilleur moyen pour réchapper au phishing, en tout cas pour pouvoir s'en sortir, c'est déjà de faire attention. Ça, je l'ai expliqué, avoir déjà des petites astuces ou des petits tricks pour essayer de repérer le phishing. Mais surtout, et le plus important, c'est la communication. Dès que vous avez un doute sur un mail, dès que vous regardez un SMS, vous vous dites: «Ah, je suis pas sûr que ça ce soit vrai», posez la question. Posez la question aux personnes qui sont censées vous l'avoir envoyé. Si par exemple, c'est Poste qui vous envoie un message, posez directement la question à Poste. Appelez-les, demandez un conseiller, demandez une personne qui pourra vous confirmer est-ce que ce mail est véridique ou non. Parlez aux personnes que vous connaissez, aux personnes qui sont autour de vous. Parlez à des personnes qui ont roulé leur boss en informatique, qui sont douées en informatique. Communiquez autour de vous, parlez à vos amis, ne serait-ce que déjà avoir une personne qui vous mettrait le doute, qui vous dirait: «Ah, je suis pas sûr que ce mail il soit vrai», ça vous permettra de vous poser et de vous dire: «Ah, peut-être que la personne a raison parce que ce détail-là, je l'avais pas vu à ma première lecture, mais c'est vrai que c'est suspect». Et c'est comme ça que vous allez pouvoir tout simplement détecter du phishing. C'est en communiquant. En tout cas, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne le phishing. Et maintenant, ce que j'aimerais, et j'espère que vous êtes tous d'accord, j'aimerais qu'on utilise le chat. Donc, est-ce que normalement, je pense que c'est bon, tout le monde voit à peu près où il est. Le chat, normalement, il doit être sur votre droite, si je ne dis pas de bêtises.
Vous devez pouvoir taper des messages et j'aimerais qu'on fasse un petit exercice de participation et je vais vous afficher. En gros, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est une petite expérience sociale, tout simplement. J'aimerais savoir à quelle vitesse vous êtes capable de recopier un message. Je vais vous afficher un message à l'écran et j'aimerais que vous preniez 5 secondes à le lire. Je vais l'afficher pendant 5 secondes, hein, dites-vous. Je vais afficher ce message et juste après, je vais le retirer et j'aimerais que, au moment où je le retire, vous commenciez à le taper dans le chat et vous écrivez ce que vous avez lu. C'est pas un message compliqué, rassurez-vous. C'est pas les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Non, c'est pas l'idée. C'est vraiment un message simple. Il est très court et l'idée, c'est un peu de la rapidité, d'accord? L'idée, c'est d'aller le plus vite que vous pouvez. Donc, si vous pouvez écrire dans le chat pour me confirmer que vous êtes d'accord avec ceci, histoire aussi de faire le test et de vérifier que vous pouvez écrire et qu'on peut s'écouter, qu'on peut s'entendre, etc. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Si je peux avoir quelques petites réactions, ok, super, merci. Est-ce que d'autres personnes veulent bien jouer le jeu avec nous? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer à cet exercice? Encore une fois, hein, la phrase ne sera pas compliquée. L'idée, c'est juste que voilà, je vous affiche la phrase, vous allez la lire, et vous, dans votre tête en tout cas, et vous allez la recopier une fois que vous l'avez lue. Est-ce que des personnes sont encore d'accord? Est-ce que vous avez même peut-être des difficultés à trouver le chat éventuellement? Si c'est le cas, on peut vous aider. Oui, non, peut-être. Est-ce que vous voulez tout simplement, vous préférez m'entendre parler pendant une demi-heure, hein? C'est possible aussi. Peut-être que vous préférez m'entendre plutôt que de participer à des exercices du genre. J'ai eu des réponses directement en privé, donc il faut veiller Ah, à envoyer la réponse dans le meilleur des cas, à l'organisateur et l'animateur. Donc à tous ceux qui veulent jouer le jeu, il faut envoyer la réponse à l'organisateur et à l'animateur pour c'est que ça. Voilà, vous Monsieur avez une... Joly la voit aussi la réponse. Ah, parfait, merci, en effet. Donc oui, vous avez une petite fenêtre avec le A et vous avez organisateur. Si vous cliquez dessus, vous avez organisateur et animateur. Comme ça, vous pourrez afficher vos messages. En effet, je pourrais les voir. Ce serait dommage que je puisse pas voir. Merci en tout cas à tous ceux qui veulent bien participer. Alors, donc je vais vous afficher le message. Ça va durer encore une fois 5 secondes. Je vais chronométrer, donc je vais prendre mon téléphone pour vous chronométrer et je vous dirai votre résultat après. Donc voilà, si vous êtes prêts, je l'affiche dans 3, 2, 1. C'est presque parti parce que il faut que je clique ici, voilà. C'est parti. Voilà, est-ce que vous pouvez taper ce message, s'il vous plaît, dans le chat, m'indiquer qu'est-ce que vous avez lu rapidement. Alors, je vois qu'il y a une question, je répondrai à la question juste après le petit exercice que je viens de faire. D'accord. Donc, globalement, de ce que je vois, voilà, tout le monde a plus ou moins lu Les arbres dans la forêt. Eh bien, alors déjà, je vous ai complètement menti et j'en suis désolé, ce n'était pas un exercice de rapidité. Je vous ai fait croire que c'était un exercice de rapidité parce que ce que je viens de faire, c'est que je vous ai mis dans cette idée qu'il y avait une urgence. C'est pas du tout vrai, il n'y avait pas d'urgence. Au contraire, il fallait bien lire ce message. Pourquoi? Parce que si maintenant je vous l'affiche, mais en mettant quelques petites couleurs, vous allez voir que ce n'était pas du tout les arbres dans la forêt qui étaient écrits. C'était bien écrit les arbres dans la forêt. Et ça, typiquement, c'est l'utilisation du biais cognitif qui implique qu'on ne voit pas ces petits mots qui sont en trop. Et typiquement, si je vous affiche un mot avec Facebook avec 3 O, eh ben, vous allez peut-être pas le voir. Et ça, c'est des techniques qui sont utilisées. Ce sont des techniques de manipulation qui sont utilisées pour faire en sorte que vous soyez touché par ce genre de problème.
Alors, je me permets de revenir sur la question qui a été posée. Donc, je vais lire la question en voix haute. Y a-t-il un risque quand on reçoit des mails qui viennent de partir dans notre boîte mail hacker, je pense. Donc voilà, il y a eu des problèmes par rapport, pas fait suite, déclaré en hameçonnage. Donc, est-ce que je ne risque pas que ma boîte mail soit considérée comme spammer? Donc là, pour le coup, la réponse est théoriquement non. Il n'y a pas de raison particulière à ce que votre boîte mail soit considérée comme étant un spam. Après, n'hésitez pas parce que en fait, si vous voulez, alors pour vous expliquer ce qui peut se passer, ça signifie pas que la personne a eu accès à votre boîte mail. Ça, c'est important. Ça signifie que la personne a pu utiliser une faille qui s'appelle le spoofing. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, cette personne a fait croire qu'elle avait votre boîte mail et a envoyé des mails à des personnes. Donc, enfin, en tout cas, si j'ai bien compris la problématique, il suffit simplement de, enfin, ce qu'il faut faire d'après moi. Encore une fois, voilà, moi je suis un consultant en cybersécurité, mais c'est à vous de voir aussi ce que vous voulez faire. Mais l'idée, ce serait de communiquer à partir de ça, d'expliquer que c'est quelque chose qui est contre votre volonté, ce n'est pas vous, il n'y a pas eu de hack quelconque a priori, ou en tout cas si c'est ce que vous pensez, hein, parce que s'il y a eu un hack, là, dans ce cas-là, changer votre mot de passe, c'est quelque chose de très important. Récupérer en tout cas votre boîte mail si possible. Mais si jamais, voilà, il n'y a pas eu de problème de ce type, expliquer en effet que, voilà, à toutes les personnes qui auraient pu être touchées, que vous n'êtes pas responsable de ça, et de faire bien attention et de communiquer avec vous si jamais il y a le moindre doute. Comme j'expliquais, hein, la meilleure réponse, c'est la communication. Et si vous prévenez, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et normalement, votre boîte mail ne sera pas considérée comme spam, sauf si des personnes viendraient à l'ajouter comme tel, ce qui est possible malheureusement. Et dans ce cas-là, il va falloir communiquer avec ces personnes peut-être par d'autres moyens comme par téléphone. Mais ça va dépendre de chaque personne. Ce ne sera pas universellement considéré comme tel. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, peut-être pas en compréhension, je reçois ces mails très souvent. Les clients n'ont pas reçu ces mails de notre part. D'accord. Si vous recevez juste les mails, dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas de problème. Je veux dire, il y a pas de souci tant que vous ne répondez pas à ces mails, tant que euh, tant que vous ne donnez pas suite à ces mails, voilà, il n'y aura pas de problème quelconque. C'est un peu l'idée. Euh, Surtout si vous savez que c'est du spam ou du phishing, dans ce cas-là, les choses n'ont aucun problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Désolé si j'ai eu une imprécision, hein, peu importe. Mais je vous en prie. Alors, je vais en revenir à ma présentation et je vais parler du deuxième risque, deuxième grand risque, qui est le risque des mots de passe. Alors, les mots de passe, ça c'est quelque chose qu'en tant que conseiller en cybersécurité, on parle très souvent. Les mots de passe sont souvent, malheureusement, très mal gérés, trop mal gérés. Pourquoi? Parce que c'est un aspect de confort contre la sécurité. Concrètement, pour le dire comme ça, si votre mot de passe c'est mot de passe 1, 2, 3, dans ce cas-là, ça va être quelque chose de facile à retenir. Mais dans l'idée, ça va être un mauvais mot de passe. Pourquoi? Parce qu'il va être facilement trouvable. Si par contre votre mot de passe est une suite de symboles complètement illisibles, ça va être un bon mot de passe. Mais le problème, c'est que derrière, ça va être difficile de le retenir. Et donc, il va falloir trouver le bon, comment dire, la bonne façon de faire des mots de passe pour faire en sorte qu'il y ait un confort à le taper, mais que de l'autre côté, il y ait de la sécurité aussi. Donc, très souvent, encore aujourd'hui, malheureusement, les mots de passe sont devinables, c'est-à-dire que souvent, ça va contenir des noms propres, des noms de personnes qu'on connaît ou qu'on affectionne. Ça va pouvoir être une phrase de compte, une phrase qui est souvent dite, etc. C'est donc des choses qui sont devinables, en tout cas. Enfin, peut-être pas une phrase, mais voilà, il était une fois, à la limite, ou ce genre de toutes petites séquences.
Et dans l'idée, ça va être aussi parfois mal stocké. Donc, c'est-à-dire que un mot de passe très compliqué, les personnes vont avoir tendance à prendre un post-it et à le mettre devant l'écran, histoire de l'avoir pas loin, ou alors prendre un post-it, le mettre sous le bureau et le cacher avec quelque chose, etc. Quelque chose qui va être malheureusement considéré comme mal stocké, puisqu'il va être sur l'environnement immédiat du bureau, et donc ça va être facilement retrouvable. La dernière chose, c'est que des fois, il va être divulgué à d'autres utilisateurs. Donc ça, c'est bête, hein, mais voilà, vous avez quelqu'un qui a besoin de ce mot de passe pour accéder à un document, vous lui donnez. Ah oui, mais le problème, c'est que ce mot de passe ne permettait pas d'accéder qu'à ce document, mais à plein d'autres documents et qui ne concernaient peut-être pas cette personne. Et il y a pas mal de problèmes par rapport à ça. Concrètement, mon conseil pour les mots de passe, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un coffre-fort à mot de passe. Et en gros, vous avez besoin, pour rentrer tous vos mots de passe, donc vous aurez plein de mots de passe différents, mais pour rentrer ce mot de passe, vous avez besoin que d'un seul mot de passe. Et c'est à ça que sert un gestionnaire de mots de passe. Donc je vous recommande ça pour vous donner quelques noms, et histoire de ne pas non plus vous lâcher dans la nature. Moi, j'utilise personnellement Dashlane, qui est un gestionnaire de mots de passe français. Vous en avez d'autres, hein. Vous avez KeePass, qui s'écrit KEEPAS, je crois. Vous en avez d'autres qui existent. Honnêtement, je ne connais pas tous les noms. C'est juste quelques noms comme ça. Mais voilà, si vous voulez, après je pourrais éventuellement les écrire quelque part. Mais voilà. Donc les gestionnaires de mots de passe, c'est un coffre-fort. Donc vous mettez un mot de passe maître qui est très fort. Et derrière, ce mot de passe maître vous permettra d'avoir plein de mots de passe que vous allez pouvoir indiquer. Pour faire ce mot de passe maître, moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est d'utiliser une phrase qui vous a marqué ou quelque chose d'assez long, voilà, avec des espaces, avec un point d'exclamation, par exemple, avec des chiffres. Je sais pas, moi, il était une fois Blanche-Neige et les 7 nains, pour prendre un exemple simple. Vous mettez il était une fois, virgule, Blanche-Neige et les 7, et vous mettez le 7 en chiffres, non, etc. Voilà, c'est un exemple de choses que vous pouvez faire pour un mot de passe maître, un mot de passe qui doit être très fort. Alors, je vous ai dit, j'aime bien être celui qui va faire beaucoup de jeux et de participation. Donc, je vais vous redemander un petit effort de participation, bien sûr. Je vais faire un jeu avec vous et j'aimerais pour ça que vous preniez dans votre tête un mot de passe. Prenez votre mot de passe le plus fort que vous avez, celui qui va protéger des données qui sont vraiment sensibles pour vous. D'accord? Un mot de passe aussi que vous voulez tester. Vous allez penser à ce mot de passe, comptez déjà le nombre de lettres qu'a ce mot de passe, ça va être important. Et on va jouer à un jeu, c'est un jeu à points. C'est-à-dire que le premier qui marque 10 points a gagné. Voilà, tout simplement. Donc, je vous affiche les règles par rapport à ce jeu. Donc, calculez votre score. Si votre mot de passe fait plus de 12 caractères, c'est un point. S'il contient des chiffres, des minuscules et des majuscules, c'est un point. S'il contient des symboles en plus des chiffres, des minuscules et des majuscules, c'est 2 points. S'il ne contient pas de mots lisibles, c'est 2 points. S'il est changé au moins tous les 2 ans, c'est 2 points. Et s'il n'est utilisé qu'une et une seule fois, donc pour une seule chose, c'est 2 points. Le premier qui a 10 points a gagné. Donc, je vous invite à calculer, à faire les calculs et à m'indiquer le nombre de points que vous avez. Ne notez pas votre mot de passe, bien entendu, hein, notez simplement le nombre de points que vous avez. Et donc, j'attends de voir si des personnes gagnent ce jeu ou ne gagnent pas ce jeu. À savoir que ce que j'ai écrit là, donc le fait d'avoir plus de 12 caractères, des chiffres, des majuscules, des minuscules, des symboles, pas de mots lisibles changés tous les 2 ans et n'utiliser qu'une seule fois, il faut se dire que c'est concrètement ce qu'on appelle un mot de passe fort dans le domaine. Dans l'idée, si vous avez moins de 10 points, c'est pas non plus grave, mais c'est déjà préoccupant, entre guillemets. Concrètement, si vous avez déjà moins de 2 points, inquiétez-vous. Là, c'est vraiment qu'il y a un souci.
Si vous avez, allez, on va dire 5 points, c'est déjà la moyenne, ça peut être pas mal. Si vous en avez plus, c'est bien. Et après, si vous en avez 10, là, vous êtes vraiment au top du mot de passe. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. À noter qu'un gestionnaire de mots de passe vous permet, par exemple, d'avoir quasiment 10 points, allez, 8 points si vous utilisez un mot de passe maître avec une phrase comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais déjà 8 points, c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est utilisé que pour une et une seule application. Donc voilà. Donc oui, je vois que pour l'instant, vous avez une moyenne de 5,5. Voilà. Mais ça vous donne à peu près aussi une idée de ce qu'est un bon mot de passe. Bien entendu, il me semble que cette présentation sera possible, donc ça peut aussi vous donner une idée de comment former un bon mot de passe et un mot de passe fort. Donc voilà, je vais passer à la suite. En tout cas, je pense que tout le monde a fait les calculs de son côté. Donc, nous allons parler d'un autre risque qui est courant. Un autre risque qui est courant, ce sont le risque des contrats. Alors, souvent, vous allez avoir des contrats avec différents tiers. L'idée, c'est que ces contrats sont malheureusement trop souvent mal proportionnés, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à vos besoins et ils sont souvent rarement révisés. Quand je parle de contrat, je précise, je parle surtout de contrats avec des tiers qui vont s'occuper de l'informatique ici, parfois aussi du ménage, parce que c'est un point important aussi à la cybersécurité, ou en tout cas auquel il faut faire attention. Mais ce type de contrat, voilà, là ici je parle surtout des contrats qui vont être liés au matériel informatique surtout. Et donc voilà, comme je disais, c'est des contrats qui sont mal proportionnés, rarement révisés. Donc rarement proportionnés, c'est typiquement, voilà, vous avez besoin d'une intervention en cas d'urgence, en cas de problème urgent au niveau de votre entreprise. Si jamais voilà, vous avez un souci sur un ordinateur et que vous avez besoin que la personne agisse en moins de 24 heures, ben, il faut savoir que le contrat doit être proportionné de cette façon au possible, bien sûr. C'est-à-dire que si jamais vous avez pris un contrat en 48 heures, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème parce que la personne devra agir en plus de temps que ce que vous auriez besoin. Donc, il faut faire attention. Même si souvent, parce que ça se base aussi sur la confiance, ce genre de relation, et c'est un point à ne pas oublier. Mais voilà, dans l'idée, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Pensez à les réviser aussi, vos contrats. Pensez à vérifier et à relire que les contrats correspondent bien à ce que vous avez besoin encore aujourd'hui. Ça arrive très souvent, j'arrive dans une entreprise et des fois, des contrats sont vieux de 10 ans et n'ont à peine évolué. Ils ont évolué aux besoins de l'entreprise, on va dire, mais concrètement, ils ont évolué. Voilà, c'est un peu, bah tiens, là j'ai besoin de telle chose, du coup je vous commande ça en même temps, mais on n'a jamais regardé les autres, enfin tout ce qu'il y avait avant dans le contrat, et du coup on n'a pas forcément idée de ce qui peut encore s'y cacher. Ensuite, autre chose par rapport à l'informatique, souvent un gros problème des procédures de maintenance. Donc, typiquement, voilà, vous avez un problème sur un ordinateur, comment va agir la personne, enfin le réparateur? Est-ce qu'il va agir, par exemple, en communiquant avec la machine, avec TeamViewer? Et si oui, est-ce que vous êtes toujours en contact avec cette personne, etc. C'est quelque chose d'important parce que si jamais c'est pas du tout la personne qui accède à votre ordinateur via TeamViewer, ça peut poser des problèmes, etc. Parfois aussi une mauvaise gestion des mots de passe côté de votre prestataire. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. La meilleure parade, encore une fois, hein, le meilleur moyen, c'est prendre du temps pour relire ce type de contrat et avoir de l'attention. Alors, maintenant que on a parlé de tout ça, ah oui, non, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je me permets Oui. rapidement de vous interrompre. Il y a une petite question dans Tout à fait. voilà, donc c'est comment fait-on lorsqu'on utilise plusieurs ordinateurs pour les mêmes sites? Le coffre-fort doit-il se charger sur chaque appareil?
Le coffre-fort à mot de passe, je suppose. Oui, oui, le gestionnaire de mot de passe, tout à fait. Oui. Alors, pour vous expliquer mon cas, moi, parce que dans le cas là, ce sera plus simple à expliquer pour moi. Donc, Dashlane, que j'ai, Dashlane, ceux qui se posaient la question. Donc, quand moi j'utilise, tout ce coffre-fort est synchronisé avec tous mes appareils. C'est-à-dire que mon téléphone ici possède Dashlane qui est synchronisé avec l'ordinateur sur lequel je suis en train de vous parler actuellement, qui est synchronisé avec d'autres ordinateurs que je peux avoir, qui va être synchronisé sur ma tablette. En fait, c'est une application dans laquelle ce coffre-fort est partagé. Ça ne veut pas dire que Dashlane possède les données que moi j'ai, mais tout simplement que une fois que vous dites à Dashlane, c'est tel appareil est à moi, dans ce cas-là, il va juste partager les données entre chaque appareil que vous avez. Donc, ce coffre-fort est partagé entre tous les appareils et je sais que beaucoup de gestionnaires de mots de passe le font. Ce n'est pas que Dashlane. Moi, je vous parle de Dashlane puisque c'est celui que j'utilise, mais je sais que beaucoup d'autres le font et KeePass le font, par exemple. Donc, concrètement, vous n'avez même pas à vous préoccuper de ça. Chaque fois que vous rajoutez un mot de passe sur un des appareils, généralement, il est disponible sur tous les autres. En tout cas, c'est maintenant comme ça que fonctionnent la plupart des gestionnaires de mots de passe. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, bien sûr. Hein, je suis là pour y répondre aussi. Alors, donc oui, je voulais vous parler, je vous reparlais aussi des contrats. Je voulais vous montrer un exemple qu'on oublie souvent. Donc, vous avez très probablement une adresse Gmail, une adresse qui appartient à Google, une adresse mail, et donc vous avez très probablement certains de leurs services comme Google Drive par exemple. Ben, ceci, c'est quelque chose qu'on ne lit que très rarement, c'est les conditions d'utilisation, les règles de conditions d'utilisation de Google. Elles datent de la semaine dernière, hein, donc je crois qu'elles sont encore valides aujourd'hui. Mais concrètement, si vous commencez à lire ces conditions d'utilisation et le petit encadré que je vous ai mis en rouge, donc, c'est-à-dire que quand vous acceptez de mettre des données sur Google Drive, en tout cas les Google Drive gratuits, hein, c'est le cas, ceux que vous avez avec une adresse mail Google, par le biais de cette licence, vous autorisez Google à utiliser vos droits de propriété intellectuelle sur vos contenus, tels que les droits d'auteur et les marques enregistrées, ainsi que les droits immatériels que vous détenez sur vos contenus, tels que les droits à l'image. Donc, ça veut dire que en acceptant ces conditions d'utilisation, chose que vous êtes obligé de faire pour utiliser leur service, vous acceptez de leur céder votre propriété intellectuelle sur vos contenus, ou en tout cas à utiliser vos droits de propriété intellectuelle sur le contenu. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits que vous sur ces propriétés intellectuelles. Alors, si vous utilisez un Google Drive payant, ça doit être légèrement différent. Je pense que les conditions d'utilisation sont différentes. Je n'ai pas regardé personnellement, hein, mais dans l'idée, souvent, là, l'idée, c'est que le contenu qu'ils proposent sont gratuits. Et donc, quand c'est gratuit, ils ont besoin quelque part de récupérer ces données pour en faire de l'argent. Et c'est un peu comme ça que Google survit à ce niveau-là. Enfin, vit, je devrais dire. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience. Pensez à lire aussi les conditions d'utilisation dans ce genre de choses. Ça prend du temps, c'est pas facile, et ça, je n'irai jamais. Mais voilà, des fois, on peut trouver en lisant ce genre de choses qui peuvent attirer votre attention. Donc soyez prudent par rapport à ça et évitez de signer quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Donc voilà. Et maintenant, je vous rappelle donc la question de base qui était évaluation simple de votre cybersécurité. Et on va arriver à cette partie évaluation. Je vous ai présenté ce que c'est un risque, je vous ai dit quels étaient les risques courants, et maintenant ce que j'aimerais vous parler un peu, c'est comment je m'améliore. Quelles sont les choses que je peux faire pour m'améliorer? Et donc là, c'est peut-être la partie qui va vous intéresser le plus, je pense. En tout cas, celle qui est vraiment, qui va être vraiment très intéressante pour vous. À Casis, nous proposons plusieurs services qui sont entièrement gratuits et qui peuvent être vraiment très intéressants pour vous. Donc, nous avons pour ça
des programmes que nous avons. Donc, par exemple, ici, le Fit for Cyber Security dont je vais vous parler. Alors, mesurer et améliorer sa maturité, pour ça, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est exactement ce que je parlais avec le risque, hein. C'est déterminer quels sont les risques auxquels vous êtes confrontés. Et nous avons proposé un programme, puisque beaucoup de questions se ressemblent, hein, pour beaucoup d'entreprises. Donc, nous avons créé le Fit for Cyber Security. C'est une série de 13 questions que le programme va vous poser, auxquelles vous allez avoir plusieurs réponses. Et une fois que vous avez répondu à ces questions, ce dernier va vous donner des recommandations. Il est entièrement anonyme, ce programme, hein, donc vous y allez. La seule chose qui va être récupérée, c'est les statistiques, c'est-à-dire que tant de personnes ont répondu telle chose à cette question, mais pour le reste, ce sera complètement anonyme et complètement gratuit. Voilà. Donc vous aurez des recommandations et des conseils. Et donc pour le lien, ce sera fitforcybersecurity.cases.lu. C'est un service, comme je le disais, entièrement gratuit. Et l'idée, c'est derrière d'améliorer un peu sa cybersécurité, améliorer sa sécurité de l'information et aussi peut-être vous faire réfléchir sur différents points. Est-ce qu'ils ont été bien pensés à la base et est-ce que vous pouvez les améliorer? Donc ça, c'est un des premiers exemples de ce qu'on peut vous proposer. Un deuxième exemple, continuer de progresser, donc continuer d'améliorer votre sécurité à l'information. Donc pour ça, nous vous proposons des ressources pour sensibiliser les différentes personnes qui sont dans l'entreprise ou pour vous sensibiliser vous-même. Pour ça, vous avez toutes nos ressources sur le site Trustbox, donc trustbox.cases.lu, qui va être toutes les ressources qu'on donne gratuitement aux entreprises. Ensuite, si jamais, toujours pareil, vous voulez aller plus loin, on parlait des contrats tout à l'heure, vous voulez vous poser des bonnes questions pour votre contrat, donc dans ce cas-là, on a le Fit for Contract qui est basé sur la même lignée que le Fit for Cyber Security et que vous pouvez accéder avec contract.cases.lu qui a été fait en coopération avec l'ANSSI, pour vous donner une idée. Donc voilà, ça c'est des services auxquels vous pouvez aussi accéder. Encore une fois, hein, vous trouverez tous les liens dans la présentation, je ne vais pas rester non plus trop longtemps sur cet écran. Mais voilà, c'est une façon que vous pouvez pour accéder un peu aux choses. Et enfin, pour la dernière chose, je vais vous remercier d'avoir été attentif, bien sûr. Voilà, et je vais parler d'un dernier programme qui est à venir. Il n'est pas encore sorti, mais on sait qu'il y a beaucoup de problèmes concernant la GDPR. Et on a décidé de faire un programme qui vous permettra de vous poser les bonnes questions au niveau de la GDPR, si jamais vous avez des doutes, si jamais vous avez des problèmes, des questions, etc., par rapport aux données personnelles. Et donc, à venir, vous aurez le Fit for Privacy. Ça viendra d'ici 1 mois ou 2 grand maximum, je pense. Et à nouveau, ce programme sera complètement gratuit et disponible pour tout le monde. Voilà, maintenant sur ce, je m'occupe de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Et si vous n'en avez pas, bien sûr, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Et voilà, je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Joly. Je vous en Je prie. vois une question. Peut-on être victime de phishing seulement par le fait d'ouvrir un mail? Alors non, ouvrir un mail ne posera aucun problème au niveau du phishing. C'est surtout ouvrir les pièces jointes qui vont poser problème, ou alors répondre au mail, ou cliquer sur un lien. Voilà, c'est les 3 choses qui peuvent vous porter vraiment préjudice au niveau du spam. En revanche, si vous ne faites que regarder le mail, il n'y aura aucun problème, personne ne pourra savoir que vous avez cliqué sur ce mail. Voilà, tant que vous ne cliquez pas sur un lien dans le mail, que vous ne regardez pas les pièces jointes et que vous ne répondez pas à ce mail, tout ira bien. Merci beaucoup. Je crois que ça répond très bien à la question. Sinon